sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, une semaine d'actualité en France, grève générale et heure dans le 101e département. Mayotte est-elle un territoire oublié? Question que l'on se posera. Le président à la télé, François Hollande, a-t-il convaincu les Français jeudi soir? Le couple Macron en une de Paris Match, le ministre de l'économie est-il en marche pour l'Elysée? Et puis, Karim Benzema, privé d'Euro, la composition de l'équipe de France serait-elle un exercice politique? État d'urgence à Ottawa-Piscate au Canada. Depuis septembre, il y aurait eu une centaine de tentatives de suicide parmi les 2000 membres de cette communauté isolée. Une situation loin d'être unique au Canada. Les autochtones représentent 4% de la population. Ils sont parmi les plus défavorisés. Comment améliorer leurs conditions de vie? Et jusqu'où le pays est-il prêt à engager le processus de vérité et réconciliation? Petite révolution à l'ONU où les 9 candidats à la succession de Ban Ki-moon ont passé un grand oral. La décision finale reviendra comme toujours au Conseil de sécurité. Alors, illusion de transparence. La tradition voudrait que le futur patron vienne d'Europe de l'Est. S'agira-t-il enfin d'une femme? Quel profil devra avoir le 9e secrétaire général face aux défis qui attendent l'ONU, souvent critiqué pour son impuissance? Et pour en parler, ce dimanche, voici nos kiosqueurs. Éric Scholl, tout d'abord, directeur de la rédaction de Courrier International, l'hebdomadaire revue de presse avec des articles du monde entier traduits en français. Je précise que vous êtes également le président de Reporters sans frontières France. Merci à vous d'être avec nous. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix, quotidien français, chrétien et catholique. Vous avez été successivement en charge du Proche-Orient, de l'Union européenne et puis chef du service international. Et enfin, va nous rejoindre dans un instant Sidi Kaba, journaliste et essayiste, rédacteur en chef du site d'information et d'investigation Monde Afrique. Merci à vous d'être ici en ce dimanche pour commenter et analyser l'actualité de la semaine. Avant de parler de la France, du Canada et de l'ONU, on va se rendre en Belgique d'abord. Contre la terreur et contre la haine, les Belges défilaient ce dimanche après-midi. Il y a un peu plus de 3 semaines, le 22 mars dernier, Bruxelles était touchée par des attentats suicides terroristes, 32 morts et des centaines de blessés dans le métro et à l'aéroport, on s'en souvient. C'est donc aujourd'hui la fameuse marche initiée par des citoyens qui devait se tenir initialement le 27 mars et qui avait été repoussée pour des raisons de sécurité. Il y aurait 1 millier de Bruxellois dans les rues de la capitale belge. Est-ce que c'est important de la faire, même tardivement, cette marche ? Bon, d'abord, le contraste, effectivement, c'est quand on pense aux grandes manifestations après Charlie Hebdo en France, évidemment, 1 millier, ça peut paraître très faible. Et donc, le contraste est important. Je pense que pour les Belges, peut-être que ça signifie que la page, je ne pense pas que la page soit tournée, mais qu'en tout cas, ce n'est pas dans la rue que pour eux s'exprime en quelque sorte l'esprit de résistance, finalement, par rapport aux attentats. Mais je crois qu'on a bien vu que les Belges, lors des événements eux-mêmes, finalement, ont fait preuve d'un très grand courage, d'une vraie maîtrise par rapport à des événements extrêmement violents. Voilà, donc il faudra effectivement qu'on comprenne pourquoi, finalement, là, ils ne sont pas descendus en masse dans la rue. C'est peut-être un réflexe français, finalement, de descendre comme ça dans la rue. Peut-être une piste de réflexion, pourquoi aussi peu de monde, finalement ? Je pense que les calendriers n'est pas forcément le meilleur. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de descendre aujourd'hui dans la rue parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs crises qui s'ajoutent en Belgique. Au moment, juste après les attentats de Charlie Hebdo, c'était pratiquement, on n'était pas encore dans le temps des questions, on était dans le temps de l'émotion, de la réaction. Alors que très vite, au moment où se sont produits les attentats en Belgique, il y avait déjà beaucoup de questionnements, à la fois des questionnements politiques, des questionnements sur la politique de sécurité du gouvernement. Et puis maintenant, on est déjà plusieurs semaines plus tard, il y a des questionnements sur l'impact, sur l'économie du pays, des questionnements toujours sur la politique. On a vu des démissions, plusieurs démissions, dont la démission du ministre des Transports. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations chez les Belges, ce qui n'empêche pas, je pense, cet esprit de résistance, mais qui s'exprime certainement autrement. Est-ce que peut-être on s'habitue aux attentats? Question peut-être provocante, mais est-ce que peut-être aussi on s'est fait à cette idée? Vous parliez de cette émotion après Charlie Hebdo. Ensuite, il y a eu les attentats à Paris pour parler de l'Europe, bien sûr. Peut-être que la Belgique, voilà, est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu'on se fait à cette idée? Je pense malheureusement pas qu'on s'habitue. Je pense que c'est ailleurs qu'il faut chercher effectivement l'explication. Il y a donc ce clivage aussi toujours très réel entre les Flamands, les Wallons, enfin, même si Bruxelles... Alors Bruxelles est aussi une ville qui vit
qui n'est pas trépidante le dimanche non plus. Voilà, donc il y a sûrement des facteurs explicatifs qui tiennent plus à la situation de la Belgique aujourd'hui. Oui, et puis je pense qu'il y a dans le débat politique, il y a aussi le débat nationaliste, et notamment du côté flamand. On a vu le leader nationaliste flamand, Jan Jambon, en train d'expliquer que ça y est, on a dansé, disait-il, des musulmans ont dansé après les attentats. C'est le genre de phrase qui, évidemment, n'est pas faite pour pour instaurer un climat d'unité nationale. Ni pour apaiser les esprits, on s'en doute bien. Voilà. Je vous remercie. Je vous propose qu'on parte maintenant au Canada où l'actualité a été tragique cette semaine. Le Canada sous le choc après l'annonce d'une série de tentatives de suicide dans la communauté autochtone d'Attawa-Piskat. Ce vendredi encore, 5 enfants ont essayé de sauter la vie. Près d'une centaine de personnes au total depuis le mois de septembre. Tout a commencé en octobre dernier avec le suicide de Sheridan, 13 ans. On ne comprend pas pourquoi elle a fait ça, dit-elle. Sheridan était enjouée, mais elle était souvent malade. Ce n'est pas surprenant, ajoute-t-elle, les conditions de vie sont misérables ici. Je veux éviter que d'autres jeunes s'enlèvent la vie, dit-elle, et je ne voudrais pas que Sheridan soit morte pour rien. Beaucoup de jeunes ont perdu espoir. Ils se sentent mal aimés, dit Sivana Koustachyan. C'est dur, la vie ici. Ce n'est pas un problème unique à Attawa-Piskat, ajoute Carissa Koustachyan. Ça arrive aussi dans d'autres communautés autochtones. Moi, j'ai confiance parce qu'on a un premier ministre qui a en ce moment entre les mains, à l'heure où on se parle, une très belle occasion de mettre ses promesses en action. Et lui, il veut, ce qu'il a dit dans sa campagne, c'est qu'il voulait un échange de nation à nation avec les Premières Nations, ce qu'on n'a jamais vu. Il y a une belle occasion, justement, de peut-être changer le cours de l'histoire en ce moment, de peut-être revoir la Constitution canadienne et de revoir la loi sur les Indiens, parce que les réserves, malheureusement, moi, je refuse de vivre sur une réserve. Je refuse d'être un prisonnier politique aujourd'hui, en 2016. Je refuse d'être le restant d'un génocide. Je refuse d'être un prisonnier politique, d'être le restant d'un génocide. Les propos sont très forts, à la mesure du choc au Canada. Le Canada où on se rend tout de suite. On retrouve en direct de Montréal Alexandra Chaska de Radio-Canada. Bonjour, merci d'être avec nous en ce dimanche matin pour vous. Vous étiez cette semaine, Alexandra, en tournage dans la communauté autochtone de Lac-Simon. Ces réserves, ces communautés, est-ce que c'est le quart-monde du Canada? Comment on y vit? Ah, tout à fait. C'est le quart-monde du Canada. Encore que Lac-Simon, la réserve où je suis allée, est près d'une ville moyenne qui s'appelle Val-d'Or, à une quarantaine de kilomètres. Mais imaginez-vous Attawa-Piskat, qui est à 500 kilomètres au nord de la ville la plus proche, au nord de l'Ontario. Et il y a des communautés qui sont complètement isolées. Mais d'une communauté à l'autre, ce sont en fait des réserves. On parle de communauté parce qu'on n'aime plus employer le mot réserve, mais ce sont toujours des réserves. Ces Autochtones-là sont assignés un peu à résidence là s'ils veulent bénéficier de certains avantages fiscaux, de certains programmes. Alors, sur ces réserves, on retrouve les indicateurs socio-économiques toujours aussi terribles. Il n'y a pas d'emploi, donc 70% des gens, par exemple, à Lac-Simon, ne travaillent pas. Ils ne sont même pas au chômage, comme on dit, c'est-à-dire ils ne reçoivent pas de prestations de chômage puisqu'ils n'ont pas eu de travail depuis des années. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de logement. Alors, vous savez que les Autochtones n'ont pas le droit de posséder des maisons. Sur les réserves, ces maisons leur sont prêtées par le gouvernement fédéral, mais il manque cruellement de maisons. À Lac-Simon, il y a 350 maisons. Il manque 150 maisons pour loger tout le monde. Il y a un accroissement démographique énorme. 70 enfants naissent dans cette communauté de Lac-Simon, par exemple, de 1800 personnes. C'est énorme comme accroissement, donc il manque de place dans les écoles. Il n'y a pas d'équipement pour les jeunes. Alors, vous voyez, ces tentatives de suicide, on les retrouve dans plusieurs communautés, pas dans toutes, mais dans plusieurs communautés autochtones. À Lac-Simon, il y en a à peu près 1 ou 2 par mois, ce qui est déjà énorme pour une population de cet ordre-là. Et puis, pourquoi on est allé là, à Lac-Simon, c'est qu'il y a de la violence, il y a de la tension entre les forces de l'ordre et les Autochtones. Il y a 2 mois, il y a un jeune autochtone qui a abattu un policier et qui s'est ensuite suicidé. Et il y a quelques jours, un autre jeune autochtone a été abattu par la police et un jeune dont le frère a été tué par un policier il y a
7 ans. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de problèmes. Alors, le gouvernement Trudeau prend la question autochtone au sérieux. Il y a ces recommandations aussi du rapport Vérité et Réconciliation. Est-ce que ça suffira à régler le problème, Alexandra? Bon, il faut commencer quelque part, comme on dit. Alors, certainement que le dialogue a été établi. On voit la bonne volonté. Quand on parle aux Autochtones, et j'ai parlé avec de nombreux Autochtones au cours de la dernière semaine, il y a vraiment de l'espoir. Alors, Justin Trudeau, comme on l'a dit dans le reportage que vous avez présenté, a promis un dialogue de nation à nation. Il le prend visiblement très au sérieux. Il a promis de faire une investigation nationale sur le sort des femmes disparues et assassinées, parce que vous savez, il y a des milliers de femmes autochtones au cours des 20 dernières années qui sont disparues ou qui ont été assassinées. Est-ce que ça va être suffisant? Il a promis aussi des budgets. Dans le dernier budget fédéral, il y a 8 milliards de dollars qui ont été promis. Est-ce que ça va être suffisant? Il faut voir, parce que vous savez, ces réserves elles-mêmes sont une anomalie. Elles sont dirigées par des conseils de bande qui sont une structure imposée par le gouvernement fédéral à ces Autochtones. Alors, il va falloir revoir tout ça à la base et voir si... Mais il faut dire qu'il y a eu un événement très heureux qui s'est passé cette semaine. La Cour suprême du Canada, il y a 3 jours, a décidé que les Amérindiens, les Autochtones qui ne vivent pas dans les réserves, et les Métis sont aussi des Indiens au terme de la loi sur les Indiens, qui est une loi qui date du 19e siècle, mais qui leur donne donc des avantages, des accès à des programmes. Donc, on fait face... C'est 600 000 personnes d'un coup qui rentrent, qui deviennent donc des Autochtones à plein titre. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous n'avez plus besoin de rester sur une réserve pour avoir accès à des programmes. Est-ce qu'il y a, c'est la dernière question qu'on va se poser avec vous, Alexandra, est-ce qu'il y a un problème de racisme au Canada, plus qu'aux États-Unis, par exemple, les États-Unis voisins? Sylvia, c'est très difficile de comparer parce qu'on compare quoi avec quoi. Mais j'ai regardé un petit peu des données et puis il y a des données qui sont effarantes. Par exemple, si on regarde la population, le nombre d'Autochtones qui se trouvent dans les prisons canadiennes, un Autochtone au Canada a 10 fois plus de chances de se retrouver dans une prison et surtout une prison à sécurité maximum qu'un Blanc au Canada. Aux États-Unis, cette proportion est de 6 fois. Un Noir a 6 fois plus de chances de se retrouver dans une prison. Et au Canada, c'est plus encore qu'en Afrique du Sud, en pleine apartheid. Alors, vraiment, on a un problème qu'il va falloir régler, mais il y a une prise de conscience, il faut le dire, depuis quelque temps, surtout depuis un an et demi, depuis que la commission Vérité et Réconciliation a déposé son rapport. On a vraiment une prise de conscience à travers le pays et j'imagine que c'est là que ça commence. Merci Alexandra, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct de Montréal en ce dimanche matin. Je le rappelle, vous êtes privés d'une grasse matinée pour vous. À très bientôt. Merci pour toutes ces précisions. Toutes ces précisions qui sont quand même tout à fait étonnantes quand on pense au Canada, c'est une grande nation, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui vous surprend, vous, dans ce qu'on vient d'entendre, dans ce qu'a expliqué Alexandra, et puis dans ces témoignages qu'on a entendus avant, Jean-Christophe? Mais ce qui est étonnant, c'est que bon, c'est des problèmes dont on entend assez peu parler en France et en Europe, hein, cette problématique des peuples autochtones au Canada et aux États-Unis. Et on a presque l'impression d'une situation inversée par rapport à l'Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'accueil des migrants, c'est l'accueil des réfugiés, c'est le racisme, effectivement, s'exprime plutôt à l'attention de populations qui arrivent. Et là, on entend d'un racisme qui est finalement de la part des populations qui, elles, sont arrivées, évidemment pas récemment, mais depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans, et qui s'exprime à l'égard, finalement, de populations qui, elles, étaient là depuis bien avant. Donc, c'est un peu désarçonnant, mais c'est un peu ce constat, effectivement, comment, aujourd'hui, des peuples qui sont arrivés, des migrants qui sont partis de France, notamment en ce qui concerne le Canada, et qui sont arrivés avec l'ambition, l'envie, le désir de construire une vie nouvelle, et ça a duré pendant des dizaines d'années, des décennies, des siècles. Et aujourd'hui, ces peuples ces populations, ces gens qui sont arrivés avec énormément de dynamisme, et est-ce qu'ils ont réalisé le sort qu'ils infligeaient finalement aux populations autochtones? Aujourd'hui, on est dans une phase de prise de conscience, finalement, d'une injustice
Alors, le terme de génocide est évidemment extrêmement puissant. Génocide culturel, le terme a été reconnu. Probablement qu'il faut l'utiliser, même s'il faut le faire sans doute avec précaution. Mais voilà, il y a une injustice de l'histoire, il y a une injustice finalement de ces peuples, y compris les Français qui sont de partie du Poitou, de Normandie, qui sont allés au Canada et qui se sont installés et qui, effectivement, ont finalement exercé une certaine oppression, ont écarté ces peuples autochtones. Éric ? Oui, je crois qu'on paye le prix du passé très lourdement. Ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ces crises de suicide, sont malheureusement pas nouvelles. Ce type de crise, on les a observées dans les années passées et il y a un effet contagieux. On observe que dès qu'il y a des débuts de suicide, communauté par communauté, on observe le même phénomène. Où on retrouve, comme l'a très bien dit la correspondante Radio-Canada, on retrouve toutes les calamités sociales, addiction, violence, chômage, emploi, enfin, tous ces problèmes-là, on les retrouve de façon très concentrée dans ces communauté. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience très forte du côté des autorités canadiennes. Et ça, c'est certainement la bonne nouvelle, qui n'est pas encore totalement partagée par l'ensemble des Canadiens. Dans le Huffington Post Québec a publié un blog cette semaine où une blogueuse poussait un coup de gueule justement sur le fait que ses compatriotes n'avaient pas encore suffisamment conscience de ces problèmes. Et elle disait, on s'en fout. Alors après, elle reprenait des expressions très québécoises, on s'en crisse, on s'en calisse. Et c'est honteux le fait que justement, qu'il n'y ait pas plus d'intérêt pour ces problèmes sociaux extrêmement forts à 2 pas de chez eux. Alors, c'est une période sombre de l'histoire. Je reviens un peu en arrière sur ce que vous disiez. Période sombre de l'histoire, la colonie de peuplement, puisqu'il s'agit de ça, c'est ça le Canada. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette colonisation, du fait de la situation actuelle, que cette colonisation n'est encore pas terminée ? En tout cas, il y a toujours des peuples, ce sont encore aussi bien les États-Unis que le Canada, 2 pays qui fonctionnent énormément sur l'immigration. Donc ce sont vraiment des nations qui se construisent en attirant finalement des individus du monde entier. Alors est-ce que c'est un mouvement de colonisation ? Il me semble que c'est un peu abusif d'utiliser ce terme-là. En tout cas, il y a nécessité finalement de développer une discrimination positive à l'égard des populations autochtones. Et effectivement, ce que mentionnait la consoeur de Radio-Canada était très intéressante. C'était le fait que la Cour suprême finalement avait élargi la notion d'Indien, reconnaître comme Indiens ou autochtones finalement des gens qui ne sont pas dans les réserves. Je pense que c'est un pas en avant. Il me semble qu'il faut aider finalement ces populations à ne pas rester coincées dans leurs réserves et à s'insérer finalement dans la société contemporaine. Je crois que ce qui a été bien mis en avant par la commission, par le rapport sorti en décembre dernier, donc le rapport Vérité et Réconciliation, c'est le rôle très néfaste de beaucoup de choses, et notamment ces établissements qui avaient été mis en place à la fin du 19e siècle, des sortes de pensionnats pour les enfants autochtones, qui étaient coupés de leurs racines, coupés de leurs parents. Ces établissements ont eu une longue vie au 20e siècle, et malheureusement, ça a contribué à réduire, à anéantir la culture et les racines de ces populations. Et je pense que là, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience. Évidemment, elle est beaucoup trop tardive, mais les engagements du gouvernement de Justin Trudeau, s'ils sont tenus, c'est-à-dire les 8 milliards qui vont aller dans des routes, dans des infrastructures, dans des écoles, ça montre cette prise de conscience, c'est plutôt rassurant. Les derniers pensionnats auxquels vous faisiez référence sont fermés dans les années 90, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Est-ce que l'argent est le seul problème ? Puisque là, on l'a entendu, on parle de génocide culturel, on parle d'acculturation. Est-ce que cet argent que le gouvernement veut envoyer, qui envoie déjà de l'argent, il ne faut pas l'oublier, est-ce que cet argent va suffire à régler le problème, ou est-ce qu'au contraire, il faut s'y intéresser aussi par un autre biais qui est peut-être aussi un biais culturel ? L'argent ne suffira pas, mais c'est en tout cas le moyen, notamment pour mettre en place peut-être des politiques scolaires ou des politiques d'intégration. Ça passe aussi à un moment ou à un autre par des financements. Donc c'est déjà quand même la bonne idée que le gouvernement puisse s'emparer de ce sujet-là et puisse y mettre des moyens. Maintenant, évidemment, le sujet il est beaucoup plus large que juste un problème, disons, il ne se limite pas à un sujet social.
Oui, c'est vraiment, je pense que le travail sur l'histoire est extrêmement important aussi. Il faut comprendre ce qui s'est passé, il faut mettre des mots sur ce choc entre des nations, le Canada et les États-Unis, qui se conçoivent comme des jeunes nations, avec le rêve de construction d'un monde nouveau qui les porte, et puis ces populations qui étaient déjà là, qui n'avaient pas demandé cette invasion, en quelque sorte, et qui, finalement, doivent coexister. Je pense que... Pardonnez-moi, je vous interromps, mais Justin Trudeau dit il faut maintenant parler de nation à nation, mais là, on a quand même deux nations, si on considère que le Canada moderne en est une et que les Autochtones en sont une autre, ce qui est encore C'est-à-dire qu'il y a toujours ce concept de Première Nation. Voilà. Oui. C'est ce concept de Première Nation auquel il fait allusion. Non plus, donc comment discuter et puis je pense que le terme de nation n'a pas le même sens au Canada qu'en France. En France, la nation englobe finalement tous les peuples et il y a un lien très fort avec l'État. Je pense qu'au Canada, c'est un sens un petit peu différent. Mais effectivement, c'est très, très, très fort j'allais dire, pour le Premier ministre du Canada, de porter finalement ces communautés au rang de nation. Mais je voudrais insister sur un point. Ça serait une énorme erreur. D'ailleurs, c'était assez bien souligné dans l'entretien avec la journaliste de Radio-Canada. Le système de gouvernance aujourd'hui de ces réserves ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on est en autogouvernance par les communautés, ça fonctionne plutôt mieux et les problèmes sociaux sont plutôt moindres qu'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut quand même revoir complètement les problèmes de ces gouvernances et surtout le faire de façon extrêmement précautionneuse, c'est-à-dire communauté par communauté. On ne peut pas appliquer une même politique à l'ensemble des communautés. Les problèmes, même s'ils se traduisent à la fin souvent par des mots qui sont semblables, je pense à l'addiction, je pense au chômage, ils ne s'opposent pas de la même façon de communauté à communauté. On ne réagit pas de la même façon avec des Inuits du cercle arctique ou ces communautés de l'Ontario. Il faut à chaque fois des réponses, j'allais dire pratiquement du sur-mesure, sur le plan culturel comme sur le plan des autres réponses possibles. Alors, on va revenir à Tawapiskat qui faisait la une cette semaine. Vous allez voir cette une du quotidien national canadien anglophone National Post, une réserve de chagrin, de larmes et d'espoir. C'était le titre. Où est l'espoir ? Peut-être dans la prise en compte grandissante, effectivement, depuis un an et demi, effectivement, ce travail qui a été engagé de relecture du passé, de remise à plat des politiques qui avaient été suivies par les autorités canadiennes et par les autorités québécoises ou de l'Ontario. Donc, je pense que la prise de conscience est là. Il y a aussi, finalement, un intérêt grandissant de la part des Canadiens et des autorités par rapport à ces territoires du Nord. On sait qu'ils jouaient un grand rôle, par exemple, en termes d'énergie, de production d'hydroélectricité. Donc, fatalement, les populations qui étaient sur place, il fallait les prendre en compte. Aujourd'hui, la démarche, finalement, du Canada vers son nord est encore plus importante avec ce fameux passage du Nord-Ouest qui se dessine, où un jour peut-être les super tankers passeront au nord du Canada pour relier l'Europe et le Japon ou la Chine. Et donc, cet enjeu, finalement, conduit les autorités canadiennes à s'intéresser davantage aussi aux populations qui sont dans ces confins extrêmement lointains, dans des confins avec des dimensions inimaginables extrêmement grandes vues de France. Voilà, donc je pense qu'il y a cette prise de conscience ne peut qu'augmenter. Prise de conscience, est-ce que ça veut dire, et pour terminer, est-ce que c'est un examen de conscience aussi ? Oui, bien sûr, mais au fond, c'était d'ailleurs l'objet quand même de ce rapport. Si c'est un examen de conscience, c'est un retour sur un examen du passé. C'est une prise de conscience nationale, mais c'est aussi une prise de conscience internationale. Le fait d'ailleurs qu'on puisse en parler sur TV5 montre bien à quel point ce sujet a un retentissement international. Les Nations Unies sont inquiétées de ce qui se passe, et je pense que cette prise de conscience internationale, elle ne peut qu'accélérer l'émergence de solutions, on l'espère. Et puis la question se pose aux États-Unis, se pose en Australie peut-être aussi. Et en Finlande, par exemple, actuellement, la Finlande a engagé toute une démarche à l'égard des populations. Alors, Sami, on disait les Lapons avant. Donc, voilà, c'est vrai que peut-être en Russie, un jour, on parlera aussi de ces populations du Nord qui passent inaperçues. Voilà. Et puis, petite précision lexicale, puisque tout le monde ne connaît pas bien cette question-là, je le rappelle, la Constitution canadienne reconnaît 3 peuples autochtones,
Il y a donc les Indiens qu'on appelle maintenant les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Je vous remercie. Je vous propose qu'on avance et qu'on se rende maintenant en France avec une actualité riche cette semaine. Un footballeur exclu des Bleus, un président à la télé, un ministre de l'économie people à l'insu de son plein gré. Et pendant ce temps, à 8000 km de Paris, un département plongé dans une crise sociale. Appuyés par des renforts, les gendarmes entament la levée des barrages. Depuis 15 jours, les principales routes de Mayotte sont bloquées. L'île s'enlise dans la grève générale. Au cœur des revendications, l'égalité avec la métropole en matière de prestations sociales et d'infrastructures publiques. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Hier soir, le Président de la République a employé les mêmes termes. Ça va mieux. Ça va mieux. Il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire, il y a plus de marge pour les entreprises, il y a aussi plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà ce que j'ai fait depuis 4 ans et voilà pourquoi je vais poursuivre jusqu'au bout. Posé en une des magazines, c'est devenu une habitude pour les politiques. Mais pour Emmanuel Macron et son épouse, c'est une grande première. Sa femme Brigitte a accordé une longue interview à Paris Match. Un entretien que le ministre de l'Économie et des Finances regrette déjà quelques heures après sa publication. L'épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. Et elle a suffisamment de pressions qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est une bêtise qu'on a faite ensemble. Karim Benzema l'a annoncé lui-même par ce tweet. Il ne fera pas partie de l'équipe de France pour l'Euro. Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu et supporté, je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France. Après des semaines d'hésitation, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a finalement choisi de se passer de son avant-centre, toujours mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre son ancien coéquipier chez les Bleus, Mathieu Valbuena. Cette décision vient clore une affaire qui avait pris un tour politique. François Hollande aurait même rappelé à l'ordre Manuel Valls sur le sujet. Bon, voilà, avant de reprendre thème par thème, quel commentaire vous inspire ce pot pourri de l'actualité française cette semaine ? On est quand même, ça y est, on est orienté vers 2017, on le sent souvent. On sent aussi, on le voit dans le pot pourri, cette interrogation aussi sur... qui rejoint les sujets depuis un an. On est sur cette identité française et cette sensibilité qu'il peut y avoir aux couleurs de la France, je pense au bleu en particulier. Donc des thèmes finalement assez lourds quand même, qui sont prégnants en ce moment dans l'actualité. Est-ce que c'est une photographie de la France en avril, ouais, disons avril 2016 un peu pipolisation quand même comme présentation, un peu, parce qu'effectivement mettre dans le même pot pourri finalement Macron et Paris Match, Benzema, Hollande, bon. Mais, et puis sinon, si vous regardez les unes en France cette semaine, c'est ce qui a fait les... on n'est pas allé chercher... Il n'y a pas de mauvaise intention de notre part. Quand même un peu cette tension politique effectivement qu'on sent croître, et puis ce désir de modernisation finalement qu'exprime un peu Hollande en creux et qu'exprime Macron de façon affichée. Alors finalement, le thème qu'on ne retient pas, ni vraiment dans la presse, ni vraiment même dans les éléments que vous avez mentionnés, c'est Mayotte. Mayotte, 2 semaines de mouvement social pour l'égalité réelle avec la métropole. Mayotte qui s'oriente maintenant vers une sortie de crise. Syndicats et ministère des Outre-mer sont parvenus vendredi à un accord. La grève est suspendue. Mayotte, territoire oublié de Paris la capitale politique, de Paris la capitale médiatique. Oui, un confetti très loin, et ce qui devrait, et en même temps, on le voit, un concentré de problèmes qu'on connaît en métropole, mais de problèmes exacerbés par une situation démographique, une situation sociale, une situation économique, une situation aussi de crise migratoire extrêmement forte, qu'on retrouve un peu ailleurs dans d'autres territoires, comme en Guyane, mais vraiment... Des migrants qui viennent des Comores. Et donc là, on a un concentré de très nombreux problèmes sur ce tout petit bout de territoire qui est devenu un département il y a 5 ans et qui, au fond, a beaucoup d'interrogations vis-à-vis de la métropole, beaucoup de demandes, parce qu'on voit bien la pression démographique est extrêmement forte, que ça soit par les migrants ou que ça soit aussi par la fécondité. Les femmes mahorais ont 4 enfants. Donc, si vous voulez, c'est 2 fois plus qu'en métropole. Donc, on comprend bien à quel point ça pose des soucis. Et ça pose aussi un problème, je dirais, d'égalité de traitement pour ces Français de Mayotte. Ils peuvent se poser la question, mais au fond, pourquoi on n'a pas le droit aux mêmes prestations qu'ailleurs ? Et c'est vrai que les prestations sociales sont souvent à un niveau extrêmement réduit.
Bonjour Sidi Kaba. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous avez eu un petit problème de transport. On est ravis de vous retrouver. On parlait de la France, on parlait de Mayotte, une île en crise. Et je posais la question, est-ce que Mayotte, dans l'actualité de cette semaine en France, est-ce que Mayotte est un territoire un peu oublié de Paris et de la métropole? En tout cas, c'est le sentiment que les Mahorais ont. Vous savez qu'il y a une grosse bagarre entre les Mahorais et leurs voisins du reste du Comore, puisque les Comoriens considèrent que Mayotte fait partie intégrante des Comores. Et aujourd'hui, le fait de voir que les Mahorais se considèrent comme des Français de deuxième zone aux autres Comoriens le sentiment que les Mahorais ont fait un mauvais choix pour eux, puisque les Mahorais eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas le même traitement que le reste de la France, puisque vous savez, il y a eu la départementalisation de Mayotte. Mayotte est devenu le 101e département français. Et à l'époque, déjà, il y avait des bagarres. Donc, il y a cette situation. Et puis, il y a la situation aussi intra-comorienne, si on considère que Mayotte fait partie des Comores, puisque la plupart le reste des Comores, les ressortissants des 3 autres îles, regarde vers Mayotte en disant que c'est l'Eldorado, l'immigration clandestine, ce qu'on appelle les fameux kwassa-kwassa, ces bateaux qui ont transformé, on parle aujourd'hui de la Méditerranée comme un cimetière des migrants, mais le plus grand cimetière des migrants, c'est cette séparation entre Mayotte et le reste de Comores. Donc il y a ce sentiment-là qui existe. Est-ce que pour élargir, parce que là on parle de Mayotte maintenant, mais on parlait également de grève générale en Guadeloupe et en Martinique, c'était en 2010, les 2 îles étaient en lutte contre la profitation. Est-ce que ces très lointaines régions d'outre-mer, est-ce qu'ils partagent vraiment les mêmes problèmes vis-à-vis de la métropole ? Je pense que les situations sont très différentes d'un territoire à l'autre. Ça renvoie, moi, ce qui me frappe en ce qui concerne Mayotte, c'est finalement cette identité française, on en parlait tout à l'heure, où quand on est en France, la France se résume en quelque sorte à un hexagone, et Mayotte nous rappelle qu'effectivement, il y a des territoires français et que la France est aussi constituée de territoires qui sont, y compris à l'autre bout de la planète, vraiment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Guyane, dans les Caraïbes, et donc ce territoire de Mayotte. Donc je pense que ce qui est très intéressant, c'est effectivement l'attachement qui a vraiment été manifesté de façon permanente depuis des dizaines d'années par les gens de Mayotte, les habitants de Mayotte. Ils se sentent français, ils veulent être français, et en même temps ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone, d'être des citoyens déclassés. Et on retrouve ça aussi dans d'autres territoires, effectivement. En tout cas, de Mayotte, François Hollande n'en a pas parlé lors de la nouvelle émission politique de France 2, Dialogue citoyen. C'est à des Français de métropole uniquement qu'il s'est adressé jeudi soir. François Hollande, grand oral, est-ce qu'il a convaincu? Est-ce qu'il en a convaincu à vous 3? La presse est plutôt négative. La presse étrangère, je dirais, est peut-être un tout petit peu moins sévère que la presse française. Certains ont reconnu son courage, le fait qu'il n'hésitait pas à aller défendre son bilan. Je prends par exemple le Handelsblatt qui dit en Allemagne, qui dit Hollande s'en est étonnamment bien sorti, et qui explique voilà, on a eu un Hollande bagarreur, alors qu'on s'attendait à avoir un Hollande qui allait devant la guillotine politique. Handelsblatt qui s'interroge aussi, qui se dit où va-t-il puiser ses forces? Mais voilà, au fond quand même, de manière générale, le sentiment c'est que il n'a rien proposé. Et ça revient un peu partout. Il n'y a pas eu d'idée neuve. Ça, c'est Le Pays qui le dit. Aucune idée neuve dans ce qui a été proposé. Et donc, c'est quand même assez sévère sur le fond. Après, sur la forme, le fait qu'il aille pouvoir défendre ses idées à un moment, alors qu'il est vraiment aussi mal en termes de popularité, ça s'est plutôt salué. Mais sur le fond, il est cuit. Justement, là, le piège, c'est que l'enjeu de cet exercice, c'est de pouvoir reprendre la main. Alors qu'il était au plus bas dans les sondages, il était en difficulté. L'exercice a été conçu par lui et son équipe pour une sorte de levier pour revenir en scène. Mais il est en campagne, ça n'a pas marché. Parce que la seule information qu'on retient finalement, c'est qu'il va annoncer s'il se représente ou pas en décembre, en fin d'année. Est-ce qu'il est en campagne? Moi, je ne pense pas qu'il soit en campagne. Je pense qu'il laisse les options ouvertes. Je pense que naturellement, il est candidat à sa succession. Mais c'est aussi, finalement, un président qui reste fidèle à une certaine posture qu'il a eue, la présidence normale. Finalement, c'était encore ce fameux président normal qui n'arrive pas à convaincre, mais qui ne veut pas, finalement, sortir de ces habits-là, en se disant sans doute que
que, une fois la primaire à droite finie, une fois que donc le jeu se sera un petit peu éclairci, politique et dans l'approche de la présidentielle, peut-être que cette posture-là, à laquelle il sera resté fidèle tout le temps, peut-être malgré lui, mais c'est peut-être aussi sa personnalité et son projet politique pour la France, eh bien, ce sera peut-être payant de façon ultime. Est-ce que le problème aussi pour cette émission, dont l'audience a été plutôt pas bonne du tout, moins bonne, moitié moins bonne qu'une interview présidentielle habituelle, est-ce que le problème, ce n'est pas que cet exercice est un peu daté, voire ringard, et complètement artificiel? Oui et non, parce que oui, bien sûr, enfin, on peut toujours faire ces critiques-là. Mais imaginons maintenant qu'il était très bon, qu'il ait réussi. On ne dirait pas ça. Est-ce que c'est pas très français comme exercice médiatique? Si, mais il y a 2 ans, il avait réussi, il y a encore 1 an ou 2 ans, il avait réussi à rassembler une audience beaucoup plus forte. Aujourd'hui, la presse étrangère le relève, il n'est pas audible. Donc je pense qu'il aurait pu être dans n'importe quel autre type d'exercice, il n'est pas audible. Aujourd'hui, bon ou mauvais, on ne l'entend plus. Il faut qu'il dure. Et c'est exactement ce qui a été dit. D'ailleurs, c'est Le Temps, en Suisse, le journal Le Temps qui le dit. Il a fait ça pour essayer de durer. C'est-à-dire, c'était quand même un habile tacticien. Il cherche à gagner du temps pour retarder évidemment sa décision, y aller ou pas y aller, on ne sait pas, mais il essaye de durer et d'essayer de rester juste à la surface. Et il y a la situation de Hollande qui est devenue totalement inaudible, mais il y a aussi une sorte les circonstances, la façon dont l'émission a été préparée. Vous savez, le coup, ça s'est ébruité. Le sentiment que l'Élysée a tenté de faire une magouille autour de ça pour éliminer des gens qui auraient dû intervenir et qu'on a supposé, qu'on a présumé qui pouvaient mettre Hollande en difficulté. Donc il y a ce côté arrangement aussi, ce côté un peu magouille qui a desservi et qui a fait que les gens ne se sont pas beaucoup Sur l'exercice, on va se poser la même question, mais cette fois pour son ministre de l'économie, puisqu'Emmanuel Macron s'affiche cette semaine avec son épouse dans une de Paris Match. Pareil, exercice un peu dinté, voire ringard ou artificiel. Non, c'est un bel exercice de communication. Paris Match est un journal leader en ce qui concerne l'affichage des ambitions politiques en France. Donc, que Emmanuel Macron, qui qui lance un nouveau mouvement et qui montre qu'il a un petit peu, des prétentions en politique, qu'il fasse la une de Paris Match, c'est un très bon plan média. Ce qui est très étonnant, c'est plutôt ça. C'est ça qui est étonnant. Si c'est un si bon plan média, pourquoi est-ce qu'il revient en arrière en chargeant un peu sa femme quand même? Oui. C'est ça qui est très surprenant. Quand on regarde dans l'histoire d'Emmanuel Macron depuis 2 ans ou 3 ans, chaque fois qu'il transgresse, parce qu'après tout, c'est pas une transgression de faire la une de Paris Match. Ce qui est une transgression, c'est d'essayer de s'inscrire pour l'Élysée. Et c'est un peu ça. Vous savez, pour s'inscrire pour l'Élysée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, en général, sortir un bouquin, faire une couverture de Paris Match et faire une grande émission politique. Donc là, il a déjà coché au moins une des 3 cases, et je pense qu'il continuera à en cocher d'autres. Mais donc, après cette transgression, c'est vrai, et on l'avait vu dans le passé, chaque fois qu'il avait pris la parole sur les 35 heures, sur les fonctionnaires, juste après, 2 jours après, en général, il revenait un peu en arrière parce que, non pas qu'il l'assume pas, mais c'est aussi une façon de dire non, mais j'ai pas tout à fait voulu dire ça, une façon de vouloir revenir un petit peu. Mais en tout cas, la une, elle est toujours là et il l'assume parfaitement. Je trouve ça très bizarre, cette façon effectivement de devoir pratiquement s'excuser, surtout de charger son épouse. C'est une erreur de communication. Voilà, alors ça pour le coup, et c'est peut-être même une erreur de couple, on leur laisse gérer ça dans leur intimité, mais on va la revoir cette une, et pour terminer là-dessus, c'est vraiment, c'est le couple sur... c'est tapis rouge. Tapis rouge à l'Élysée. Ouais. Est-ce qu'il est en marche pour l'Élysée rapidement? En tout cas, il a créé le mouvement qui s'appelle En Marche. Donc c'est en route pour l'Élysée. Cette ambition va se nourrir, va se renforcer avec les difficultés que les autres prétendants ont. Manuel Valls n'a plus la même popularité. On a les derniers sondages disent que Hollande est perdant à tous les coups. Donc, Macron est aujourd'hui en position de force. Moi, je pense que s'il avait assumé, il aurait pu capitaliser. Mais le fait qu'il ait mis ça sur le compte de la bêtise en disant encore que c'est même une bêtise qui aurait été faite par son épouse, mais de laquelle il est solidaire, ça peut, à mon avis, un peu lui faire perdre quelques points. Bon, en tout cas, il y a fort à parier que ce n'est pas ce qui a passionné dans les bars de France et de Navarre. On a certainement plus parlé de Karim Benzema empêtré depuis quelques semaines dans une affaire de sextape, mise en examen pour complicité de tentative de chantage. Il sera absent de l'Euro 2016 organisé dans son propre pays. Benzema ne vaut pas 1 euro?
Benzema, c'est sans doute il brille actuellement au Real Madrid, donc c'est un joueur tout à fait exceptionnel. C'est sûrement l'un des joueurs les plus brillants de sa génération. Mais moi, je suis très content que l'entraîneur de l'équipe de France, que les autorités du football en France aient jugé qu'il fallait que les joueurs qui représenteront la France lors de cette compétition aient un comportement exemplaire. Je pense que c'est vraiment... Il y a le traumatisme de l'Afrique du Sud. Ah, exactement. Je pense qu'on a tous en mémoire les scènes affligeantes de l'Afrique du Sud où il y avait une équipe finalement qui n'en était pas une et des joueurs qui se tiraient dans les pattes et qui tiraient dans le dos de leur entraîneur. Plus personne n'a envie de revoir ça et il faut exiger de ces stars finalement un comportement le plus honnête possible. Ouais, ça pose une question quand même parce que, et le sujet qu'on a vu tout à l'heure, il faisait référence, que dévoilait le Canard enchaîné il y a quelques semaines, c'est que le président aurait tensé son Premier ministre, le ministre des Sports, qui tous deux avaient fait des sorties médiatiques assez remarquées. Il s'opposait à un retour du buteur chez les Bleus. La composition de l'équipe de la sélection française pour l'Euro, ça se décide à l'Élysée et à Matignon ? Bon, en tout cas, c'est la fédération qui a pris cette décision. Oui, il y a eu des prises de position politiques, il y a une partie politique qui s'est jouée parce que... Mais c'est pas nouveau que sport et politique soient liés. Rappelez-vous quand la Marseillaise a été sifflée, les débats qu'il y a pu y avoir dans les stades. Donc ça fait un petit moment qu'on parle souvent... on parle de la composition de l'équipe quand même. On parle de la composition, mais on parle aussi des couleurs, de porter les couleurs des Bleus. On parle aussi, évidemment, par rapport à tous les incidents qu'il y a pu y avoir auparavant. On parle aussi, et ça, je pense que c'est pas totalement innocent dans la tête de nos politiques, de ce qu'en pensent les Français. Et là-dessus, les Français sont mais massivement contre le retour de Benzema dans l'équipe de France, à 8 ou 9 Français sur 10. Donc on voit qu'il y a quand même il n'est pas très populaire. C'est pas nouveau, hein, c'est déjà arrivé dans le passé que des joueurs pour des comportements soit judiciaires, soit des comportements qui ne sont pas acceptables, ne soient pas retenus. Il y en a eu mais beaucoup. C'est évident qu'avec l'affaire Benzema, on voit qu'il n'y a pas que les critères sportifs. Et les critères sportifs, et la fédération aussi a à le dire. Il y a eu la sélection, et en tout cas sur ce point précis, il y a eu une dimension politique. Valls se prononcer, le ministre se prononcer. L'affaire a même été abordée, comme vous l'avez dit, en Conseil des ministres. Donc, ça a glissé du terrain sportif vers le terrain politique. Et oui, non, je trouve. Juste en un mot, je pense que le sport, c'est pas qu'une performance sportive. Ouais. Le sport, c'est aussi une éthique. Alors, et là, on est bien dans l'éthique du sport. Le piège, c'est que lorsqu'on choisit il ne faut pas que le devoir d'exemplarité ait une géométrie variable. Il faut qu'il reste, parce que c'est bien de le faire pour Benzema, mais il faudra veiller à ce que par la suite aussi, pour les autres qui vont venir, ou pour les cas précédents aussi, que ce devoir d'exemplarité Nicolas Anelka, soit amené. Eric Cantona, ça c'est des joueurs qui ont été à un moment ou à un autre qui ont été sanctionnés, enfin partenus pour des comportements. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Et d'autre part, moi je me mets maintenant à la place du sélectionneur. Il y a aussi, s'il veut avoir la meilleure équipe, évidemment c'est une addition de talent, mais l'addition de talent ça ne suffit pas. Il faut que ces talents entre eux puissent bien jouer. Donc il y a aussi la préservation d'un esprit d'équipe. Et cet esprit d'équipe n'était pas assuré avec Benzema dans cette... Bon, voilà. Et puis, ça tombe bien, on a d'autres talents. Il y a plein d'autres talents. Tant mieux, il y a Griezmann et puis il y en a d'autres. Donc, les chances de la France à l'Euro ne sont pas pour autant sacrifiées. On le verra à la fin de l'Euro. En juin, c'est la seule question qu'on se pose tous, mais que je ne vous poserai pas. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à cette petite annonce sur le marché de l'emploi. Organisme international cherche nouveau secrétaire général. Poste à pourvoir au 1er janvier 2017. Vous aurez à gérer un budget approchant les 10 milliards de dollars, plus de 40 000 fonctionnaires et 41 opérations de paix dans le monde. Le profil du candidat idéal, être une femme de préférence, d'Europe de l'Est si possible, avoir les reins solides. Cette semaine, l'ONU a auditionné les 9 candidats d'ores et déjà en lice, une procédure inédite au sein de la vénérable institution. Pour la première fois en 70 ans, la sélection d'un secrétaire général se déroule en public. Jusqu'ici, ce processus se déroulait dans le plus grand secret, à huis clos. Parmi les candidats, soutenus par leurs pays respectifs, 4 femmes. La Moldave Natalia German, la Croate Vesna Pusic, expérimentée en politique et en diplomatie. Helen Clark, ex-première ministre néo-zélandaise et première femme à diriger le programme des Nations unies pour le développement, et la Bulgare Irina Bokova. Le XXIe siècle doit être le siècle d'un vrai engagement vers l'égalité
des gendres. Chaque candidat, homme et femme, a 2 heures pour exposer sa vision de ce que doit faire l'ONU et pour répondre aux questions des États membres et de la société civile. Cette transparence, ces échanges, c'est ce que réclamaient de nombreux organismes. Au moment où l'ONU est confrontée à de multiples crises et à des questions, des pressions, des critiques sur son efficacité et sur son rôle. Thank you for your patience and participation. Et en bout de ligne, c'est encore le Conseil de sécurité qui aura le dernier mot sur le choix final d'ici l'automne. Alors, qui est le candidat idéal? Quel profil pour le candidat idéal à l'ONU? Moi, je trouve que ce serait bien que ce soit une femme, effectivement. Après, je ne comprends pas trop. Enfin, il me semble que quand on dit qu'il faudrait que ce soit un Européen de l'Est, parce que c'est la tradition, je pense que c'est inexact. Il y a une sorte de tournante, enfin, où on passe d'un continent à l'autre, effectivement. Alors, effectivement, il n'y a sans doute pas eu de représentant d'Europe de l'Est, mais ce qu'on cherche d'abord, c'est un Européen, voilà, ou une Européenne. Qui a été représenté 3 fois, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà. On vient de voir ce sujet, donc on voit qu'il y a une volonté de transparence. Au final, on se rend compte quand même, si on résume, que c'est le Conseil de sécurité qui décide. Est-ce que l'ONU nous fait une tentative de démocratie, je sais pas. En tout cas, moi, je considère qu'il y a une timide avancée. Jusqu'ici, dans le huis clos des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, leurs petites magouilles, les petits arrangements. Mais cette fois, le fait que les candidats aient pu être auditionnés par tous les pays membres, y compris même des représentants de la société civile, c'est une amorce, c'est quelque chose. Ce n'est pas encore la révolution qui amènerait à choisir un secrétaire général de façon démocratique ou qui serait voté en assemblée générale avec tous les pays et les mêmes voix. Mais il y a déjà une amorce et si la dynamique se poursuit, peut-être qu'à moyen ou long terme, on arrivera à un secrétaire général plus... Et l'autre intérêt de cette esquisse démocratique, c'est que les autres pays auront le sentiment d'avoir été associés en partie. Mais en même temps, ils ne sont pas dupes. Si c'est quand même le Conseil de sécurité qui décide, est-ce qu'on court pas Mais je crois que le Conseil de sécurité tiendra quand même compte du fait qu'on a auditionné les gens. Il ne choisira pas le plus mauvais des candidats, puisqu'on est... Alors ça m'amène à une autre question, parce qu'on a tendance, c'est aussi une critique qu'on fait à l'ONU, c'est finalement d'aller chercher pas le plus mauvais, mais en tout cas le plus falot des candidats. Est-ce que, pour éviter justement qu'il fasse trop de vagues, on se souvient de Kofi Annan, si ma mémoire est bonne, qui n'avait pas pu remplir pour un second mandat parce qu'il faisait un petit peu trop de vagues. Kofi Annan, il a fait 2 mandats, non, mais c'est Boutros Ghali. Boutros Ghali, effectivement, mais ça prouve bien que justement c'était un candidat de valeur. Et je pense que Kofi Annan, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un candidat falot, enfin d'une personnalité falote. Je parlais de Ban Ki-moon, à qui on reproche d'être un petit peu plus... Kofi Annan, il a quand même poussé des processus très importants à l'échelle de l'ONU. Enfin, on connaît son histoire avant qu'il ait été secrétaire général de l'ONU, mais lorsqu'il était secrétaire général de l'ONU, par exemple les objectifs du millénaire, qui sont quand même des phénomènes assez intéressants, d'arriver à faire prendre conscience qu'il y a des grands objectifs universels auxquels tous les pays du monde doivent se joindre finalement. Donc ces dynamiques-là qui mettent en mouvement finalement 198 pays ou 193, voilà, il faut vraiment de la personnalité pour gérer la boutique. Peut-être que Ban Ki-moon, effectivement, qui est un Asiatique, qui a aussi des codes de comportement, je pense, différents des nôtres. Peut-être que nous, on le perçoit de façon un peu moins méritante. Mais voilà, je pense quand même que ce sont des grandes personnalités. Est-ce que c'est un problème qui est lié à l'ONU, au fonctionnement de l'ONU? Parce que le reproche qu'on fait à Ban Ki-moon, qui est peut-être lié aussi à ces déclarations, c'est souvent l'ONU condamne, l'ONU n'est pas content, mais on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose derrière. Il y a cette grosse critique contre l'ONU. Je crois que c'est difficile de tout faire porter au secrétaire général. Ban Ki-moon, il fait le job. Il a fait le job. On ne peut pas lui reprocher ce qui se passe, notamment au Conseil de sécurité. Et quand on accuse l'ONU sur beaucoup de sujets, en réalité, la responsabilité, elle incombe notamment aux membres du Conseil de sécurité. Quand sur la Syrie notamment, qui est quand même finalement un des plus gros échecs de l'ONU de ces 5 dernières années, même si là, on serait sur le point d'arriver peut-être à un accord, mais il s'est pas passé grand-chose depuis 5 ans. Pourquoi ? Parce que la plupart des résolutions avaient été bloquées, soit par la Russie, soit par la Chine. Donc il faut quand même, avant de s'en prendre au secrétaire général, voir le mode de fonctionnement de l'ONU. C'est un mode de fonctionnement où en gouvernance internationale, on voit les limites. Et puis, il y a un problème aussi, tout à l'heure, vous y faisiez allusion en présentant le poste à pourvoir. Vous disiez un poste à pourvoir avec un budget d'10 milliards de dollars.
Oui, mais il faut que les pays mettent au pot. Et en ce moment, il y a besoin de mettre énormément au pot sur beaucoup de sujets, parce qu'il y a des sujets internationaux très forts en ce moment. Et on s'aperçoit que les pays sont en général assez pingres et qu'ils ont des problèmes pour aller remplir les caisses de l'ONU ou de ces différentes agences. Parce que l'ONU, c'est quand même quelque chose d'extrêmement vaste avec énormément d'agences. Et c'est là-dessus aussi que tous les pays doivent faire leur devoir. Donc, certainement, il faut une bonne personnalité en haut à la tête comme secrétaire général. Mais attention, c'est pas le secrétaire général qui fait l'ensemble. Et franchement, dans les candidats qu'on a là, moi aussi, je souhaiterais que ce soit effectivement une femme cette fois-ci. On a plutôt des bons candidats. Alors, que ce soit Irina Bokova, voilà, que ce soit Hélène Clark, ou que ce soit alors le candidat portugais António Guterres. On voit des gens qui sont quand même assez expérimentés, qui ont montré... Ils sont armés, en tout cas, à diriger une grande institution. Plusieurs d'entre eux parlent français. Je pense que c'est un sujet sur lequel la France fait attention. Alors justement, la France veut toujours que le secrétaire général parle peu ou prou le français. C'est plutôt une bonne chose pour la francophonie. Le nom d'Irina Bokova revient souvent, et notamment en Afrique, dont elle serait, dit-on, la favorite. Oui, elle a profité de sa position de secrétaire général pour tisser des liens un peu particuliers. On l'a vu très en pointe, de l'UNESCO plutôt, on l'a vu très en pointe sur le dossier malien, où vous savez, des archives ont été détruites par l'occupation djihadiste. Elle était très en pointe. On l'a vu dans d'autres sujets aussi, très en pointe. Donc, elle a tissé des liens personnels avec un certain nombre de pays qui peuvent lui être d'une grande utilité, même si, comme vous savez, les pays africains ne siègent pas au Conseil de sécurité. Donc, le soutien africain... Il y en a deux. Ah oui, ça, c'est les non permanents. Les non permanents. Mais je pense que ça va se décider entre les 5 et non entre les 14. Mais c'est clair qu'elle a tissé des liens particuliers avec le continent africain. Et là aussi, dans le cadre de sa campagne, elle s'est beaucoup déplacée en Afrique. Ça peut lui être utile. Jean-Christophe ? Alors, il faudra voir si les États-Unis lui en veulent toujours de ce que les Palestiniens aient eu un siège à l'UNESCO. Les États-Unis ont vraiment été mécontents lorsque ça s'est produit. Voilà, les États-Unis qui n'hésitent pas à faire poser un veto. Voilà, ça peut être une raison pour eux de poser le veto par rapport à Irina Bokova. Est-ce que, pour terminer, une femme à la tête de l'ONU, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à l'ONU, ou est-ce que... Moi, je pense que c'est un message très fort. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, Angela Merkel est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes du monde. Hillary Clinton sera vraisemblablement la prochaine présidente des États-Unis. Donc voilà, je pense que des femmes voilà, au pouvoir... Il y a déjà à la tête de l'OIF une femme. Exactement, voilà, Michaëlle Jean. Donc, mais je pense que c'est un message qui sera porté, je dirais, à toutes les nations et que, en ce moment, dans certains pays, c'est bien de porter... Ça serait symboliquement important, très fort. Symboliquement, bien sûr, ça serait très fort. Et ça serait... Ça changerait des dynamiques dans certains pays de l'ONU, c'était une femme oui, je pense que ça ne peut... on ne peut qu'être pour. Je ne vois pas quel est l'argument. À partir du moment où on a des candidates qui sont qualifiées et qui présentent vraiment des CV très compétents, très solides, oui, bien sûr, on a tout à fait intérêt. Ce qui est quand même intéressant, moi je trouve, tout à l'heure on le disait, il y a des avancées dans la gouvernance. C'est sans doute pas encore ça. C'est sans doute le Conseil de sécurité qui va faire prendre la décision après, mais il y a quand même plus de transparence. Vous savez, nous, en Europe, à la Commission européenne, on a vécu ça depuis des années. Au départ, c'était très secret. Les pays faisaient leur petite cuisine entre eux. Et petit à petit, cette gouvernance, ce devoir de transparence s'est imposé. Eh bien, on est en train de voir la même chose au sein des Nations Unies, tant mieux. Le mot de la fin pour vous, très rapidement, c'est dit qu'une femme à la tête de l'ONU. Ce serait très bien qu'on ait une femme à la tête du secrétariat général de l'ONU. Sur le continent africain, ça c'est un peu ouvert. On a une femme au Libéria, on avait une femme en Centrafrique qui a assuré une excellente transition. On pense à une femme pour succéder à Jacob Zuma en Afrique du Sud. L'heure des femmes est peut-être venue. Est arrivée, il faut encourager cela pour que les choses changent au continent. On ne va pas dire non. Puisque les hommes n'ont pas donné d'excellents résultats pendant leur gestion, peut-être que maintenant, en amenant les femmes en Afrique, les choses pourraient changer. Et place à Dilem, qui lui n'est pas une femme, mais qu'on adore quand même. Dilem, avec qui on va se quitter. Comme toujours, il revient sur la prestation télévisée de François Hollande, dont on parlait tout à l'heure, en reprenant son anathème de campagne. Moi, président,
président français si bas dans les sondages qu'il sort du cadre du téléviseur. Toujours en France, la loi travail divise les jeunes rassemblés sous la bannière Nuit debout. Il y a ceux qui sont contre la loi et ceux qui sont contre le travail, ironise Dilemme. Le plus dur, c'était l'affichage, nous explique ce Syrien dans les ruines de sa ville législative cette semaine dans les zones sous contrôle du régime contesté. Un scrutin décrit comme un simulacre d'élection. Vous allez voir une bouée en guise d'auréole pour le pape en visite à Lesbos. François est reparti de l'île grecque avec 3 familles de réfugiés syriens qu'il a installées au Vatican. La crise migratoire en Europe, un cheval de bataille du souverain pontife. Et enfin au Brésil, on saura dans quelques heures si le Parlement vote la destitution de la présidente. L'opposition accuse Dilma Rousseff de maquillage des comptes publics. Preuve à l'appui, on a reconnu son rouge à lèvres. Et on aura l'occasion d'en reparler bientôt dans Kiosque. Merci à vous 3 d'avoir été ici en ce dimanche. Merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète. À dimanche prochain.